Chapitre 6. Mars et Vulcain, fils de Junon. Junon, épouse de Jupiter, lui avait donné 3 enfants, une fille, Hébé, et 2 fils, Mars et Vulcain. N'ayant que peu de sympathie pour les femmes, Junon ne s'occupa jamais beaucoup de sa fille, Hébé, qui devint une sorte de Cendrillon de l'Olympe, chargée de servir le nectar aux dieux pendant leur banquet. Quant aux 2 fils de Junon, ils se ressemblaient fort peu, au physique comme au moral. Sans être aussi beau qu'Apollon, Mars était joli garçon. Brun, le teint pâle, les yeux sombres, les traits réguliers, il avait l'expression dure et impassible. Très soucieux de sa mise, il s'habillait avec une élégance un peu recherchée. Gâté par la nature, il l'avait été aussi par sa mère, Junon, dont il était le favori et qui lui passait tous ses caprices. C'est sans doute à cette déplorable éducation qu'il faut attribuer les mauvais penchants qu'il ne tarda pas à manifester. Vantard, autoritaire, agressif, violent et même cruel envers les faibles, il était lâche devant les forts et douillet devant la douleur. Il ressemblait à ces chiens méchants qui aboient furieusement, hérissent le poil et font mine d'attaquer tous les passants, mais s'enfuient la queue entre les jambes lorsqu'on leur tient tête. Ses victimes préférées, parce que les plus inoffensives, étaient les oiseaux. Il pourchassait constamment, à coups de lance-pierre, l'aigle de Jupiter, le paon de Junon, le corbeau d'Apollon, la chouette de Minerve et la colombe de Vénus. Son frère, Apollon, qui aimait les animaux, décida un jour de le punir. Il avait remarqué que sur la face ouest de l'Olympe nichaient en permanence des milliers de mouettes. « Je parie, dit-il à Mars, que tu n'es pas capable de grimper là-haut et de casser les œufs qui se trouvent dans les nids. » L'escalade ne paraissant pas très difficile, et les mouettes ne paraissant pas très redoutables, Mars accepte le défi et grimpe rapidement jusqu'au milieu des nids. Mais les mouettes ne sont pas aussi inoffensives qu'il y paraît. Alertées par les cris de l'une d'elles, à qui Mars vient de dérober ses œufs, elles prennent leur vol par centaines et, poussant des cris stridents, se mettent à tournoyer au-dessus de Mars en le bombardant, avec précision, de leurs crottes blanchâtres, molles et puantes. Aveuglé par elles, asphyxié par leur odeur, les vêtements et les cheveux souillés, Mars ne peut que s'enfuir, en pleurant de honte et de rage, sous les colibés d'Apollon. Jupiter ne savait que faire d'un tel voyou, dépourvu de talent et incapable de faire des études sérieuses. Mais Junon, désireuse d'assurer l'avenir de son fils préféré, intervint en sa faveur auprès de Jupiter. Donne-lui, dans le gouvernement des dieux, le portefeuille de la guerre. C'est une fonction qui ne requiert aucune compétence particulière et qui convint bien à son tempérament belliqueux. C'est ainsi que Mars devint le dieu de la guerre. Il ne se déplaça plus, dorénavant, que dans un char étincelant, traîné par 2 chevaux nerveux et écumants, nommés respectivement Terreur et Épouvante. Le second fils de Junon, Vulcain, était loin d'être aussi beau que son frère Mars. Il était même si laid lorsque sa mère lui donna le jour, et il poussait de tels vagissements que Jupiter, ne pouvant supporter sa vue et ses cris, fit ce que beaucoup de pères ont un jour ou l'autre eu la tentation de faire. Il saisit le nouveau-né par la peau du cou, et d'un énergique coup de pied, l'expédia du haut de l'Olympe en direction de la terre. L'Olympe était si haut que Vulcain mit toute une journée avant d'atteindre le sol. Un bébé ordinaire n'eût pas survécu à une telle chute, mais Vulcain, étant immortel, se contenta de se casser une jambe et de se démettre quelques vertèbres. Déjà laid de visage, il devint en outre boiteux et bossu. Chez les enfants maltraités par la nature, il arrive que la laideur et les infirmités deviennent des stimulants, en les poussant à rechercher la considération et l'amour dont ils ont besoin, par le travail et la réussite sociale. Napoléon ne serait jamais devenu Napoléon le Grand s'il n'avait pas souffert depuis son enfance d'être petit. C'est aussi ce qui se passa pour Vulcain. Au prix d'un labeur acharné, il devint un ouvrier d'une extraordinaire habileté, particulièrement spécialisé dans le travail des métaux. À la fois forgeron, serrurier, armurier, mécanicien et ciseleur,
il fut nommé par Jupiter dieu du feu et de l'industrie. Travaillant sans cesse à sa forge, portant un marteau dans sa main droite et une paire de tenailles dans la main gauche, il avait le visage noirci de fumée et le corps couvert de sueur, ce qui le rendait plus repoussant encore. Aidé par une équipe d'ouvriers d'une taille gigantesque, appelés les Cyclopes, qui avaient la particularité de n'avoir qu'un œil au milieu du front, il était le fournisseur attitré de l'Olympe, en mobilier métallique, ferronnerie, armes et bijoux. Il fabriquait en particulier les foudres de Jupiter. S'il avait été un sage, Vulcain se serait sans doute contenté des satisfactions et de la considération que lui procuraient ses activités professionnelles. Mais comme tous les hommes, il avait aussi besoin d'amour. Et comme tous les hommes laids, il n'aimait que les femmes belles. C'est pourquoi, lorsqu'il décida de se marier, il se mit en tête, lui, le dieu le plus laid de l'Olympe, d'épouser la plus belle des déesses, Vénus, dont je vous parlerai plus en détail dans un instant. Il alla donc trouver Jupiter et Junon, ses parents, pour aller leur demander de lui accorder la main de Vénus. Jupiter se fit d'abord tirer l'oreille, mais comme Vulcain le menaçait d'interrompre ses livraisons de foudre, il finit par donner son accord. En revanche, Junon s'opposait inflexiblement au projet de son fils. « Vénus est bien trop jolie pour toi, lui disait-elle. Elle ne supportera jamais le bruit et l'odeur de ta forge, ni la promiscuité de tes cyclopes. Elle ne tardera pas à te tromper, et tu seras le premier à regretter ce mariage. » Ces arguments n'ébranlent pas Vulcain, et, pour arracher le consentement de sa mère, il a recours à un stratagème ingénieux. Il construit un superbe fauteuil d'or, doté de ressorts invisibles et de serrures secrètes, et en fait cadeau à Junon. Celle-ci, enchantée, s'y assoit. Mais à peine y a-t-elle posé son auguste derrière qu'elle s'aperçoit qu'elle ne peut plus en sortir, paralysée qu'elle est par les mécanismes incorporés par Vulcain. Tous les dieux de l'Olympe, ameutés par ses cris, ont beau la tirer, elle reste prisonnière du fauteuil ensorcelé. Vulcain, triomphant, n'accepte de la libérer qu'en échange de son consentement. C'est ainsi que Vulcain épousa Vénus. Il n'allait pas tarder à s'apercevoir que les pressentiments de sa mère étaient fondés et que, le jour où il s'était marié, il aurait mieux fait de se casser sa seconde jambe. Chapitre 7. Vénus, déesse de l'amour. Vénus était fille de Jupiter et n'avait pas de mère. Elle était née, par la seule volonté de son père, de l'écume de l'océan. Un beau matin de printemps, alors que toutes les divinités de l'Olympe se bronzaient sur la plage, qui s'étendait au pied de la montagne sacrée, une conque marine, poussée par les courants, l'avait déposée mollement sur le rivage. Elle était d'une extraordinaire beauté, avec ses longs cheveux blonds, ses grands yeux bleus, sa peau rose et ses dents éclatantes de blancheur. À la fois mince et potelée, elle n'avait pour tout vêtement qu'une touche légère d'un parfum envoûtant. Elle était accompagnée de son oiseau favori, une colombe. Son arrivée provoqua une émeute chez les immortels. Les dieux, négligeant leur épouse, se disputaient l'honneur de lui faire visiter l'Olympe, cependant que les déesses, pâles de jalousie, cherchaient en vain à découvrir chez elle un défaut, aussi minime fût-il, qu'elles pussent critiquer. Sur les instances de Junon, Jupiter, pour calmer les esprits, ordonna à Vénus d'aller s'habiller. On lui trouva une tunique, et c'est Vulcain qui, pour gagner ses faveurs, lui fabriqua une ceinture magique d'or et de pierres précieuses, qui avait la propriété de rendre irrésistible la femme ou la déesse qui la portait. Enchantée de ce cadeau, dont elle n'avait d'ailleurs pas besoin pour enflammer tous les cœurs, Vénus eut l'imprudence de promettre à Vulcain, par le Styx, de lui accorder tout ce qu'il lui demanderait. « Sois ma femme », lui répondit instantanément le dieu difforme, et elle ne put refuser. Dès que Vulcain eut obtenu, par les moyens que vous savez, le consentement de Jupiter et de Junon, le mariage fut célébré en grande pompe, et les jeunes époux s'installèrent dans un palais bâti par Vulcain, avec l'aide de ses cyclopes. Cependant, malgré le luxe dans lequel elles vivaient,
et bien que son mari ne lui refusât rien et la comblât de cadeaux, Vénus ne tarda pas à s'ennuyer. Vulcain, travailleur acharné, se levait dès 5 heures du matin pour aller à sa forge, consacrait la journée à exécuter les innombrables commandes qui lui passaient les dieux ou à effectuer les dépannages et réparations urgentes. Il ne revenait chez lui que bien après minuit, sale, épuisé et de mauvaise humeur. Ce n'était pas une vie pour une jolie femme comme Vénus, qui n'aimait pas la solitude. Ce qui devait arriver arriva. Elle prit des amants. Le premier d'entre eux fut un simple mortel, mais le plus beau sans doute que la terre eût jamais porté. Il s'appelait Adonis. Fils du roi de Chypre, il était à la fois un grand séducteur et un grand chasseur. Il avait 20 ans à peine lorsque Vénus le rencontra et s'éprit de lui. Adonis vécut alors pendant quelques mois une existence épuisante. La nuit, dans les bras de Vénus, il ne dormait guère. Le jour, au lieu de se reposer, il allait à la chasse. C'est sans doute à la fatigue qu'il faut attribuer le tragique accident dont il fut bientôt la victime. Un sanglier blessé, qu'il poursuivait, se retourna brusquement, le chargea et lui perfora l'artère fémorale. En quelques instants, vidé de son sang, Adonis expirait. Arrivé trop tard, Vénus changea la dernière goutte de sang tombée sur le sol en une anémone, fleur charmante et éphémère du printemps. Les aventures d'Adonis n'étaient pourtant pas terminées. Une fois mort, il descendit aux enfers, où Proserpine, qui s'ennuyait autant avec son mari Pluton que Vénus avec Vulcain, ne tarda pas à le remarquer. Après avoir été l'amant de la déesse de l'amour, Adonis devint celui de la déesse des morts. Vénus, qui l'apprit bientôt, en fut indignée. Elle réclama à Jupiter la restitution d'Adonis, que Proserpine, de son côté, prétendait garder. Jupiter allait-il, comme devait le faire plus tard, dans une circonstance analogue, le roi Salomon, proposer de couper en deux l'objet du litige, c'est-à-dire le corps d'Adonis? Il eut une meilleure idée. Adonis, décréta-t-il, resterait entier, mais il passerait 6 mois de l'année avec Vénus et les 6 autres mois avec Proserpine. À la suite de cet arbitrage, Proserpine eut un emploi du temps chargé. Déjà, en vertu d'une transaction antérieure, elle devait 2/3 de son temps à Cérès et 1/3 à Pluton. Voilà que maintenant, elle en devait la moitié à Adonis. Faites l'addition en réduisant les fractions à leur dénominateur commun. Comme tous les adeptes du pluriemploi, dont elle fut le précurseur, il est clair que Proserpine ne pouvait remplir ses diverses obligations qu'en faisant des heures supplémentaires. Vénus, au contraire, conservait beaucoup de temps libre pendant les 6 mois où Adonis était aux enfers. Pour occuper ce temps, une femme ordinaire eût pris sans doute un autre amant. Vénus, elle, en prit 2 d'un coup, Mars et Apollon. Cette double liaison était rendue possible par le fait que les 2 dieux avaient des horaires différents et complémentaires. Apollon, occupé toute la journée par la conduite du char du soleil, n'était libre d'aller retrouver Vénus qu'à la tombée de la nuit, cependant que Mars, comme tous les militaires, n'avait pas grand-chose à faire en temps de paix, et passait la journée avec elle. C'est pourquoi aucun des deux ne se doutait qu'il avait un rival. Quant à Vulcain, surchargé de travail, il ignorait tout. Il s'étonnait seulement de constater que, depuis quelque temps, Vénus ne lui reprocha plus de trop travailler, et qu'elle l'accueillit désormais chaque soir, à son retour tardif, avec amabilité et bonne humeur. Ce ménage à 4 aurait pu durer très longtemps, si, un jour, Mars ne s'était assoupi auprès de Vénus et n'avait laissé passer l'heure à laquelle il devait la quitter. Apollon ayant terminé sa tournée céleste, range son char et se rend discrètement à son rendez-vous quotidien. Lorsqu'il voit Vénus endormie entre les bras de Mars, son sang ne fait pas 10 tours, ni 5, ni 3, ni même 2. Il n'en fait qu'un. Assoiffé de vengeance, Apollon court chez Vulcain et lui annonce que sa femme le trompe avec Mars. Vulcain tresse aussitôt un filet métallique à fine maille, rentre en catimini à son palais et jette sur Vénus et Mars, qui dormaient tout nus, le filet ensorcelé qui les emprisonne. Puis il les traîne, dans cette humiliante position, jusqu'à l'Olympe, où il invite à grands cris les dieux à venir les contempler et les couvrir de sarcasmes. Malgré les supplications de Vénus,
et les pleurs de Mars, Vulcain se refuse obstinément à les libérer. Heureusement pour eux, une déesse aux doigts agiles et à l'intelligence profonde, inventrice entre autres choses des nœuds, eut pitié d'eux. Au prix de plusieurs heures de travail, elle parvint à découvrir le secret du filet et à le défaire. Cette déesse, c'était Minerve. Chapitre 8. Minerve, déesse de l'intelligence. Minerve, comme Vénus, était fille de Jupiter et n'avait pas de mère. Elle était née dans des circonstances singulières. Un matin, en se réveillant, Jupiter ressentit une atroce migraine. Il l'attribua tout d'abord aux libations un peu excessives de nectar auxquelles il s'était livré la veille, et crut pouvoir la guérir à l'aide d'une potion préparée par Apollon, dieu de la médecine. Mais le remède s'avéra vain. Vers midi, sa douleur devenant insupportable, Jupiter employa les grands moyens. Il fit venir Vulcain et lui ordonna de lui fendre le crâne d'un coup de hache. Inutile de vous dire que ce traitement de choc est fortement déconseillé à tout autre qu'un immortel. Mais dans le cas de Jupiter, il fut efficace. De son cerveau béant sortit la cause de ses douleurs, à savoir une déesse en grandeur nature, tout habillée, le casque en tête et la lance en main. C'était Minerve. Elle était grande, mince, brune, avec des traits fins, des yeux verts et un regard pensif. Sa beauté était moins provocante que celle de Vénus, mais elle était plus distinguée. Si Vénus ressemblait à Marilyn Monroe, Minerve avait plutôt le genre de Greta Garbo. Ses qualités intellectuelles étaient plus remarquables encore que ses attraits physiques. Intelligente, réfléchie, travailleuse et douée d'un esprit rationnel, elle fut nommée par Jupiter déesse de la sagesse et de la science. C'est à elle que les Grecs attribuaient l'invention de l'écriture, des mathématiques, de l'astronomie, de la navigation et, comme je vous l'ai déjà dit, des nœuds. C'est pourquoi ils lui vouaient une admiration, une reconnaissance et un culte particulier. Comme beaucoup d'intellectuels, elle aimait travailler la nuit, et c'est la raison pour laquelle son animal préféré était un oiseau nocturne, la chouette, qui perchait ordinairement sur son casque. Est-ce à cause de sa ressemblance avec mon actrice favorite, ou à cause de ses qualités intellectuelles? Toujours est-il qu'elle est, je ne vous le cache pas, ma déesse préférée. Elle était aussi la fille chérie de Jupiter. Il ne faudrait pourtant pas croire que Minerve fût sans défaut. Il lui arrivait, comme à toute autre divinité, de faire preuve de vanité, de jalousie ou d'esprit de vengeance. C'est ainsi qu'un jour, vexée d'entendre toujours vanter les talents musicaux d'Apollon, elle avait eu l'idée de rivaliser avec lui en inventant un instrument nouveau, une flûte en or. Quelques jours plus tard, comme elle s'entraînait à en jouer, Junon, qui avait le génie de dire aux femmes des choses désagréables, s'exclama « Avec tes joues gonflées, tu as tout à fait l'air d'un crapaud. » Minerve, blessée dans sa coquetterie féminine, renonça instantanément à ses projets musicaux et jeta rageusement la flûte vers la terre. Découverte quelques jours plus tard par Marsyas, cette flûte allait lui permettre de triompher d'Apollon dans le concours de musique organisé par le roi Midas. Minerve était aussi très fière de ses talents de tisseuse, de brodeuse et de dentelière. Or elle apprit un jour qu'une jeune femme grecque, nommée Arachné, avait acquis la réputation de tisser et de broder mieux qu'elle. Ulcérée, elle descend sur terre précipitamment, se rend à l'atelier d'Arachné et demande à voir sa production. Arachné lui présente un voile qu'elle vient de tisser. Il est d'une telle finesse et d'une telle légèreté que la déesse, dans son fort intérieur, reconnaît qu'elle n'aurait pu faire mieux, ni même peut-être aussi bien. Prise de fureur, elle déchire le voile, le piétine rageusement et crie à Arachné « Puisque tu tisses si bien, tu ne feras désormais plus rien d'autre !» Et en prononçant ces paroles, elle transforme la pauvre femme en araignée. Cet incident fut à l'origine d'une violente dispute entre Apollon et Minerve. Il faut dire que ces deux immortels, bien qu'ils fussent frères et sœurs, ne s'entendaient pas bien, car ils avaient des tempéraments radicalement opposés. Apollon, artiste, poète et musicien, était convaincu que le monde était gouverné par les sentiments et les passions. Minerve,
intellectuelle, logicienne et savante, croyait au contraire à la primauté de la raison et de la science. Aussi Apollon ne laissa-t-il pas passer l'occasion qui s'offrait à lui de marquer un point sur Minerve. « Eh bien, lui dit-il ironiquement, Madame la savante et la raisonneuse se laisse emporter elle aussi par ses passions ?» Vexée, Minerve lui répondit par un défi. « Puisque tu te crois si fort, pourquoi ne participes-tu pas avec moi au concours organisé par les Athéniens ? Nous verrons bien alors lequel de nous est le plus utile aux hommes. » Chapitre 9. La fondation d'Athènes. Athènes, la principale ville grecque, venait d'être fondée. À cette occasion, ses habitants organisèrent de grandes fêtes, auxquelles ils convièrent tous les dieux, en leur faisant savoir que celui d'entre eux qui leur ferait le cadeau le plus utile se verrait décerner le titre de dieu tutélaire et protecteur de la cité. Pour les dieux qui n'avaient pas grand-chose à faire en temps ordinaire et qui s'ennuyaient un peu sur l'Olympe, ce fut une belle occasion de montrer leur talent. Apollon, piqué au vif par le défi de Minerve, fut le premier à apporter son cadeau. C'était la poésie. Elle reçut un accueil mitigé, car, si l'on reconnaissait que la bonne poésie était susceptible de procurer au peuple de vifs plaisirs, il n'échappa à personne qu'il y aurait sans doute, au cours des siècles à venir, plus de mauvais poètes que de bons. En outre, les enfants athéniens qui avaient eux aussi leur mot à dire dans le concours ne furent pas enchantés à l'idée que les programmes scolaires seraient désormais alourdis par l'obligation d'apprendre des vers. C'est Vénus qui succéda à Apollon. Son cadeau était la mode féminine, représentée par un défilé de mannequins portant des modèles de haute couture. Là encore, les avis furent partagés. Si les femmes dans l'ensemble manifestèrent un vif enthousiasme, les hommes réalisèrent rapidement que les caprices vestimentaires de leurs épouses allaient leur coûter cher, et se montrèrent donc réservés. Ce fut ensuite le tour de Vulcain, qui pour l'occasion avait inventé la charrue. L'attelant à un couple de bœufs, il fit une démonstration de son maniement et expliqua qu'elle permettrait d'augmenter de 65% le rendement céréalier du pays. L'utilité de ce don n'échappa à personne. Mais les Grecs, comme aujourd'hui les Corses, n'étaient pas des travailleurs acharnés, et, sans oser le dire tout haut, beaucoup d'entre eux pensèrent que par la faute de Vulcain, le travail de la terre deviendrait à l'avenir un peu plus fatigant. Neptune, dieu de la mer, se présenta alors. On aurait pu s'attendre à ce qu'il apportât quelques innovations nautiques, telles que le gouvernail d'étambot, qui permet de naviguer contre le vent, ou plus modestement la crème à bronzer. Eh bien pas du tout. Ce qu'il offrait aux Athéniens, et à travers eux à toute l'humanité, c'était un animal, qui pendant des millénaires constituerait le principal moyen de transport terrestre, à savoir le cheval. Devant la beauté, la puissance et l'élégance de cette créature, jusque-là inconnue d'eux, les Athéniens poussèrent des cris d'admiration. Déjà, beaucoup d'entre eux s'apprêtaient à proclamer Neptune vainqueur du concours, lorsque Mars, qui n'avait pas lui-même offert de cadeau, mais qui, par pure antipathie pour ses frères et sœurs, souhaitait la victoire de son oncle Neptune, crut devoir apporter à celui-ci son soutien, en soulignant, avec sa maladresse coutumière, l'usage guerrier qui pourrait être fait du cheval. « Grâce à la cavalerie, dit-il aux Grecs, vous pourrez tuer désormais 3 fois plus d'ennemis. » Ses auditeurs, qui étaient intelligents, réalisèrent aussitôt que leur ennemi ne tarderait pas, eux aussi, à se doter d'une cavalerie qui leur permettrait de tuer 3 fois plus de Grecs, et leur enthousiasme initial s'en trouva refroidi. Minerve fut la dernière à présenter son cadeau. Elle s'y était préparée avec méthode, en confiant à Mercure, dieu du commerce, le soin d'effectuer une étude scientifique du marché. Les principaux résultats de cette étude, consignés dans un rapport confidentiel remis par Mercure à Minerve, étaient les suivants. La population d'Athènes se compose de 2 segments, dont les motivations et les goûts sont nettement différents. Les hommes, au nombre de 6873, et les femmes, au nombre de 6874.
Ce qui plaît le plus aux hommes, ce sont les sports et la guerre. Ce qui plaît le plus aux femmes, c'est la cuisine et la paix. Sur la base de cette étude, Minerve avait décidé, pour des raisons qui vous apparaîtront dans un instant, d'offrir aux Athéniens un olivier. Elle le planta elle-même sur l'acropole et le présenta en ces termes. Cet arbre robuste et sobre, peu exigeant en terre et en eau, vous fournira chaque année une abondante récolte d'olives dont vous tirerez une huile d'une haute qualité gustative, culinaire et diététique. De plus, l'olivier sera pour toujours le symbole du plus précieux des biens, la paix. On passa au vote. Tous les hommes votèrent pour le cheval de Neptune et toutes les femmes pour l'olivier de Minerve. Comme il y avait une femme de plus qu'il y avait d'hommes, c'est Minerve qui fut proclamée déesse tutélaire. Pour rappeler le nom grec de la déesse, Athéna, la ville nouvelle fut appelée Athènes. Flattée, Minerve ne cessa depuis ce jour de protéger les Athéniens et de les combler de cadeaux. En particulier, dès le lendemain de la fondation de la ville. Ayant constaté que le cheval offert par Neptune avait une fâcheuse propension à s'emballer, dès qu'il avait un cavalier sur le dos, Minerve inventa la bride et apprit aux Athéniens à s'en servir. Un autre événement important se produisit le lendemain de la fondation d'Athènes. Les hommes de la cité se réunirent secrètement et décidèrent de retirer le droit de vote aux femmes. Elles allaient mettre 3000 ans à le reconquérir. Fin de la première partie.